tous et bienvenue dans cette nouvelle Cam Nomade où l'on va parler de réseaux sociaux, de religion et de discrimination violente. Au programme cette semaine, focus sur l'Inde. Une application qui vend des musulmanes en ligne, en Inde, c'est possible. C'est même le grand fléau de ces 6 derniers mois. Elles sont plus d'une centaine, des pilotes de ligne, des journalistes, des députés, des avocates. Leur point commun, être musulmane et critiquer le régime nationaliste extrémiste de Narendra Modi. Leurs coordonnées, leurs photos, leurs noms pouvaient être consultés sur l'application Boulibai, sans leur consentement. Lancée le 1er janvier 2022, elle remplace Sully-Deals, imaginée en juillet dernier et fermée depuis. Pourtant, les deux applications offrent les mêmes prestations, réaliser des enchères sur des musulmanes et faire le deal du jour. Les utilisateurs notent les profils et sont invités à réaliser une offre. Pour autant, ces enchères ne sont pas réelles, le but étant uniquement de dégrader ces femmes et leur religion. Mais alors, comment ces applications ont-elles pu voir le jour ? Boulibai a été créé sur l'hébergeur GitHub, une plateforme appartenant à Microsoft et qui permet à des développeurs de créer et d'héberger des logiciels. On ne peut pas trouver l'appli ni sur l'App Store ni sur Google Play. Néanmoins, à partir d'une simple recherche internet, il est possible de retrouver le dossier de l'appli pour les téléphones Android. Dans un tweet datant du 2 janvier 2022, le ministre indien de l'électronique et des technologies de l'information a affirmé que GitHub avait bloqué l'application le matin même. GitHub de son côté a affirmé avoir supprimé un compte et l'un de ses porte-paroles a même déclaré « GitHub a des politiques de longue date contre le contenu et les comportements impliquant le harcèlement, la discrimination et l'incitation à la violence, et ce, pour les actualités ». L'affaire semble donc être prise au sérieux cette fois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Un point justice. En juillet dernier, l'exposition de plus de 80 femmes sur l'application Sully-Deals n'avait mené à aucune condamnation ni même arrestation, et ce malgré les plaintes. Cette fois-ci, 4 hindous âgés de 18 à 21 ans, dont une femme, ont déjà été arrêtés. Si les actions ont été plus rapides cette fois-ci, c'est qu'une députée fédérale de l'opposition a poussé la police locale du Maharashtra, où se trouve Bombay, à se saisir de l'affaire. Les plaintes formulées invoquent comme motif insulte aux croyances religieuses, diffamation criminelle ou encore harcèlement. La police de Bombay a ajouté à cette liste-là la publication et la transmission de contenus obscènes sous forme électronique. Malgré cette prise en main de la justice, c'est la 4e fois depuis début 2021 que de telles ventes ont lieu en Inde. Sully et Bully, deux surnoms péjoratifs donnés aux musulmanes, sont bien le symbole de l'humiliation permanente que subissent les musulmans en Inde depuis des décennies. C'est à partir du 11e et jusqu'au 18e siècle que des incursions musulmanes se multiplient dans le pays. Les conquérants sont principalement turcs, afghans et moghols. Ces conquêtes s'arrêteront lorsque l'Inde sera placée sous domination britannique, et cela jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours du XXe siècle, les mouvements pour favoriser l'indépendance de l'Inde se multiplient. En parallèle, l'élite musulmane pousse pour se voir attribuer un pays. Si bien qu'en 1947, le Pakistan voit le jour et la grande majorité de l'élite musulmane y trouve refuge. Cependant, les musulmans les plus pauvres n'ont pas pu rejoindre ce pays. En conclusion, au dernier recensement datant de 2011, 79,9% de la population indienne pratique l'hindouisme contre 14,2% pour l'islam. Pour autant, c'est depuis les années 80 en Inde que les relations entre musulmans et hindous se sont dégradées. À partir de 2014, ces tensions s'accroissent et cela coïncide avec l'élection de Narendra Modi. Réélu en 2019, il a cette fois une large majorité à la Chambre haute avec 303 députés sur 542. Le parti qu'il représente est un parti de droite nationaliste hindou, le BJP, qui se base sur l'idéologie de l'Hindutva qui signifie hindou en premier. Élément phare de son deuxième mandat, l'adoption le 11 décembre 2019 d'une loi nommée Citizenship Amendment Act. Le chef du gouvernement avait déjà tenté de faire passer ce texte lors de son premier mandat, mais trop subversif, il n'avait pas emporté la majorité. Constat, à son adoption en 2019, elle est à l'origine d'une véritable fracture dans le pays entre hindous et musulmans. Si bien que fin février 2020, des manifestations éclatent entre les deux ethnies. On parle de 40 morts et de plus de 200 blessés dans les quartiers de Delhi. Mais alors, que contient cette loi ? Ce Citizenship Amendment Act permet aux minorités religieuses persécutées du Bangladesh, du Pakistan et d'Afghanistan de demander la citoyenneté indienne, la seule condition qu'ils ne soient pas musulmans. La raison de cette exclusion ? Pour l'exécutif Modi, comme les musulmans sont majoritaires dans ces pays, ils ne peuvent donc pas être l'objet de persécutions. Mais la réalité est bien différente de l'utopie anti-musulman de Narendra Modi.
Au Pakistan, les minorités musulmanes chiites et ahmadis ne sont pourtant pas incluses dans cette liste indienne. En République du Myanmar, même concept, la loi ne fait pas référence à la minorité Rohingya, des musulmans pourtant persécutés depuis de nombreuses années par la junte militaire birmane. Autre problème de cette loi discriminatoire, elle entre en contradiction avec le principe de laïcité inscrit dans la constitution indienne de 1950. En effet, on y retrouve la formule suivante. L'Inde est une république souveraine, socialiste, laïque, démocratique. De plus, les articles 14 et 15 de la Constitution promeuvent l'égalité des religions présentes en Inde et interdisent les discriminations basées sur ces dernières. Déjà clivante, cette loi n'est cependant que la face immergée de l'iceberg. En effet, depuis que Modi est au pouvoir, de nombreuses réformes ayant vocation à mettre de côté les musulmans ont été entreprises. Certains livres scolaires ont été modifiés pour atténuer l'influence des musulmans sur l'histoire du pays. Des villes avec un nom musulman ont été renommées. La région du Jammu et Cachemire s'est vue retirer son autonomie alors qu'elle était la seule à être à majorité musulmane. Enfin, le gouvernement a entrepris le recensement de la population indienne pour former un registre national des citoyens et des habitants de l'Inde. Or, les populations les plus pauvres n'ont souvent pas de papier. Elles doivent donc passer devant un tribunal qui décidera de leur déportation. En parallèle, les autorités indiennes ont construit et continuent de construire des camps de détention pour accueillir les personnes qui auraient perdu leur nationalité indienne. Autre exemple plus récent, fin décembre, au Karnataka, les nationalistes adoptent une loi anti-conversion qui touche cette fois-ci la minorité chrétienne qui représente moins de 3% de la population indienne. Il existe donc une volonté très claire de créer une nation hindoue. Pour l'humanité, le gourou intégriste Anand Swarup explique « Si les gouvernements n'écoutent pas notre demande, nous mènerons une guerre bien plus effrayante que la révolte de 1857. » Et ce, en référence au soulèvement des Sipais contre les colons britanniques. Si la position donc explicitement anti-musulmane du gouvernement est exprimée à travers des actions qui marginalisent peu à peu ces derniers, le peuple indien a donc aussi un rôle important à jouer dans ce problème. Les pogroms sont la quintessence des discordes de religion en Inde, depuis plus de 20 ans. D'origine russe, le terme pogrom fait initialement référence au massacre des Juifs en Russie ainsi qu'en Europe de l'Est. Plus généralement aujourd'hui, le pogrom désigne le massacre d'un groupe ethnique en particulier. Si vous avez déjà regardé le film Slumdog Millionnaire, vous avez donc déjà assisté à un pogrom. Car en Inde, ces affrontements entre hindous et musulmans ne sont pas anecdotiques. Le plus connu, c'est le pogrom de 2002 dans l'état du Gujarat. Il a fait 2000 morts et 15 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile car poursuivies par les nationalistes hindous. Il a duré 6 mois et est considéré comme l'attaque la plus grave qu'ait connue la République indienne depuis 1947. Ce qui a marqué les violences, c'est l'humiliation des femmes musulmanes par les nombreux viols et autres tortures. Le dernier événement tragique qui a touché l'Inde, c'est le pogrom anti-musulman de 2020. À New Delhi, des fondamentalistes hindous ont perpétré fin février 2020 des massacres faisant 42 morts et de nombreux blessés. L'écrivaine Mira Kamdar dénonce que des foules ciblant un seul groupe religieux ont été autorisées à conduire des émeutes sans que la police n'intervienne. C'est la définition même d'un pogrom. Ces violences, loin de stagner, sont montées en puissance avec l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Le 23 février 2020, Kapil Mishra, chef du parti au pouvoir, effectue un appel à la violence visant clairement la minorité musulmane. Nous attendrons 3 jours que se finisse la visite de Donald Trump et si, à ce moment, vous n'avez pas dégagé les manifestants, nous ne vous écouterons plus et nous descendrons dans la rue. En parlant des manifestants Anti-Citizenship Amendment Act. En résumé, la fermeture de Boulibaï s'inscrit donc dans un contexte social divisé de tout temps à jamais en Inde. Et les violences ne cessent de s'accentuer, organisées de façon éparse par les citoyens eux-mêmes. Le 6 janvier dernier, dans le village de Kundikala, au Chhattisgarh, des fondamentalistes hindous boycottaient les commerces musulmans et prêtaient serment de harceler leurs voisins. Un énième exemple prouvant donc bien que le drapeau blanc n'est pas prêt d'être hissé. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui retrace les persécutions des musulmans en Inde. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos sources en barre d'infos de la vidéo. Et pour du contenu inédit, vous pouvez suivre notre compte Instagram pour commenter, nous proposer des idées de sujets, bref, discuter de l'actualité internationale avec nous. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle Calme Nomade.